Dans cette seconde partie, nous nous penchons sur le narcotrafic qui a donc fait une nouvelle victime à Grenoble hier soir. Un garçon de 15 ans tué d'une balle en pleine tête. Comment lutter face au trafic malgré les moyens financiers, les effectifs supplémentaires et les visites nombreuses de ministres? La situation ne semble pas s'améliorer. Alors, l'État français est-il face à un combat sans fin? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre avec nos invités. Et vous êtes, vous aussi, invités à participer. Regardez, posez vos questions. Le QR code s'affiche sur l'écran, vous le scannez, vous nous envoyez vos questions et Jordan Klein ainsi que nos invités seront là pour tenter d'y répondre. Ces invités, je vous les présente. Nous accueillons Clotilde Champérache. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers. Didier Rendu est à vos côtés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes premier secrétaire général adjoint du syndicat SCSI pour Syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Et puis Yannick Halimi, éditorialiste politique France Info, et toujours avec nous. On en vient donc à cette nouvelle fusillade donc à Grenoble. Un jeune de 15 ans tué d'une balle en pleine tête, un autre de 17 ans blessé. Ces deux adolescents ont été visés lors d'une fusillade à proximité d'un point de deal. Les précisions de Denis Sébastien et Thierry Simonet. Il était 22h hier soir. Deux individus à trottinette arrivent au niveau de ce point de deal et tirent sur deux jeunes. L'un âgé de 17 ans est blessé à la jambe, l'autre âgé de 15 ans seulement est tué. Ce riverain habite juste au-dessus. Oui, il était là, allongé là. Deux petites minutes, ça a duré. Vite fait, quoi. 3-4 coups de feu et puis c'est parti, quoi. Oui, voilà. Et du coup, il y a eu un mort et un blessé. Heureusement, il s'était pris dans la jambe. Mais le jeune, il s'est pris en pleine tête, quoi. Le jeune homme de 15 ans tué par balle était connu de la justice. Il avait déjà été condamné dans une affaire de stupéfiants et faisait l'objet d'un placement en foyer éducatif. Il a été connu et reconnu, condamné. Je crois que monsieur le procureur de la République l'avait déjà évoqué, qu'il était interdit du quartier Hoche, d'ailleurs. Et il était en centre en semi-liberté. Il était d'ailleurs en fugue de ce centre. Sur le lieu de la fusillade en milieu de matinée, plusieurs individus avaient déjà repris possession du point de deal et installé des sortes de barricades pour filtrer le passage aux grandes dames des habitants. Il y en a beaucoup qui passent avec leur trottinette à toute vitesse. Ils vendent je sais pas quoi. Puis dans le quartier, on n'est pas tranquille. Les gens qui habitent ici, qui ont des enfants, qui peuvent sortir le soir et rentrer tard, c'est certain que je pense qu'aujourd'hui, c'est les mamans qui ont peur, c'est sûr. Depuis le début de l'année, Grenoble a connu plus d'une vingtaine de fusillades, 5 décès au total. Le plus souvent, des affrontements entre bandes rivales pour contrôler le lucratif marché des stupéfiants. Un nombre d'actes violents qui a donc même été corrigé tout à l'heure lors d'un point fait par le procureur de Grenoble, Éric Vaillant. Il recense une 50aine de tirs par arme à feu liés au trafic de drogue à Grenoble et qui ont déjà fait 6 morts. Alors on a déjà entendu récemment, malheureusement, les habitants de Grenoble ne pas comprendre ce que devenait leur ville. Ce matin, les riverains du quartier Hoche disent « Avant c'était calme, maintenant c'est foutu ». On entend là des habitants qui sont désespérés. Comment on peut leur redonner une certaine quiétude, Didier Rendu? Alors tout d'abord, je dirais, en s'investissant au quotidien, c'est le travail que réalisent mes camarades policiers jour après jour, mois après mois, année après année. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le trafic de stupéfiants, c'est une pieuvre. Votre reportage l'a dit, ça génère énormément d'argent. Et donc, derrière des guerres de territoire, vous coupez une tête, vous en avez 10 qui repoussent. Le marché est extrêmement lucratif. Il faut qu'on ait quelques chiffres en tête. En France, c'est un marché qui recense à environ 5 millions de consommateurs de résine de cannabis et à peu près 600 000 usagers quotidiens de cocaïne. Donc c'est un marché colossal, notamment au niveau européen. Il faut avoir conscience que le continent, et notamment la France, est en train de subir un tsunami, une vague blanche qui est en train de déferler sur nos côtes et dans nos ports. Et il va falloir véritablement que l'ensemble des acteurs politiques, à tous les échelons, y compris au niveau européen, prennent véritablement conscience de ce qui est en train de se passer. Ça fait des années qu'on en parle. Tous les gouvernements successifs, tous les ministres de l'Intérieur se sont rendus, moins à Grenoble, plus à Marseille, mais là, dernièrement, Grenoble, malheureusement, attire la lumière sur elle.
On dit avoir mis des moyens financiers, on dit avoir rendu des effectifs aussi plus importants, et malgré tout, la situation ne semble pas bouger. Qu'est-ce qu'il manque? Alors, tout d'abord, il faut regarder ce qu'on a mis en place. Il y a plusieurs choses qu'on a mis en place. Effectivement, on a mis en place des opérations Place Net, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui ont vocation justement à rassurer la population de ces quartiers qui ont l'impression de se retrouver toutes seules, complètement désœuvrées et livrées à ces trafiquants de stupéfiants. On a aussi mis en place, notamment pour maintenir ou rétablir l'ordre, des compagnies de CRS qu'on appelle de nouvelle génération, qui sont là aussi pour ramener le calme dans ces endroits où, effectivement, dès que la police essaye d'intervenir, les quartiers tout de suite s'agitent et des émeutes naissent. On voit des policiers, notamment c'était le cas à Grenoble encore hier, qui se font prendre à partie avec des tirs de mortier. Donc moi, je voudrais quand même souligner l'investissement de mes collègues. On a quand même en 2021 à Avignon un policier, Éric Masson, qui a laissé la vie. On a encore la semaine dernière 2 collègues à Marseille, cité de la Castellane, qui se sont fait rouer de coups alors qu'ils étaient en train d'essayer de tenter d'attraper un dealer. Donc on a des conditions de travail qui sont extrêmement compliquées et il faut bien dissocier 2 choses. Il y a un travail à court terme de présence quotidienne qui vise à ramener l'ordre, à rassurer la population, à essayer, de faire le ménage, si je peux employer ce terme-là, pour débarrasser les citoyens de ce qui les pollue au quotidien. Et puis, il y a un travail au long cours, travail d'investigation, travail qui nécessite énormément de moyens. Et ce n'est pas que des moyens humains, c'est aussi des moyens financiers. Et moi, j'attire votre attention à l'heure où on discute du projet de loi de finances 2025 à l'Assemblée nationale et où on essaye de mettre des coups de rabot à tous les étages et dans tous les ministères. Moi, je tire la sonnette d'alarme. C'est pas le moment si on veut justement. Parce que c'est d'argent dont vous avez besoin. Mais bien sûr que c'est d'argent, parce que qui dit moyen dit argent. Quand vous voulez mettre des policiers sur le terrain, vous avez besoin d'argent. Il faut les payer, ça génère un nombre d'heures supplémentaires, ça génère des moyens logistiques, donc il faut de l'argent. Ça dépend de. On est en train aujourd'hui de livrer une guerre contre le stupéfiant. Et pour faire la guerre, il faut de l'argent. Il faut des moyens, et pour avoir des moyens, il faut de l'argent. Sauf que cette guerre, elle avait été ouvertement déclarée il y a déjà quelques années par Gérald Darmanin en grande pompe sous l'œil des caméras, que Bruno Retailleau prend la relève là. Est-ce qu'on a le sentiment que les habitants voient améliorer la situation? Vous savez, la guerre qui se livre aujourd'hui contre le narcotrafic, le narcobanditisme, les narcomicides, ça fait 50 ans qu'on le livre, ça remonte à la French, à Marseille. Et pour autant, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un marché lucratif, en plein essor, qui se diversifie. Alors on va parler du volet économique, parce que c'est évidemment le nerf de la guerre apparemment. Au-delà de ça, et sans rentrer dans un débat de chiffres où on risquerait peut-être de perdre les gens qui nous regardent, et sans contester ceux qui sont avancés, il y a une différence entre le travail de l'OFAST et ce que se veut être les opérations XXL Place Net. La philosophie n'est pas du tout la même et le cœur de cible n'est pas du tout le même. Donc effectivement, c'est cohérent qu'on soit sur des quantités moins importantes, mais parce qu'on ne vise pas du tout les mêmes acteurs à un niveau de réseau comparable. La difficulté, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi le besoin de rassurer la population locale avec une présence policière effective, et il y a un côté affichage. L'autre difficulté, c'est que parfois, et dans les mesures qui ont été proposées, on est dans un temps d'immédiateté où on souhaite avoir et pouvoir apporter des réponses à ce qui est tout à fait légitime à la population. En réalité, pour pouvoir apporter ces réponses à la population, le travail sur le trafic de stupéfiants, il impose du travail sur le temps long. Qui plus est, quand vous couplez ce travail sur le trafic de stupéfiants à tous ces règlements de compte qui interviennent après coup, qui complexifient encore la tâche des enquêteurs. Je retourne, et je renvoie peut-être aussi la balle à Mme Siermarin, en disant, est-ce qu'il n'y a pas non plus, au niveau de la justice, et notamment au niveau de l'administration pénitentiaire, un sujet? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ait des gens qui soient à l'isolement, avec des téléphones portables, et qui soient capables de commanditer des meurtres depuis leurs cellules? On a aujourd'hui des organisations criminelles qui font des conférences de presse pour dire « Excusez-nous, nous, on n'a rien à voir dans ce règlement de compte. » On marche sur la tête. On a parlé tout à l'heure d'ubérisation du trafic de stupéfiants. On a aujourd'hui des organisations criminelles qui utilisent des techniques, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les messageries cryptées, que ce soit sur le darknet, qui imposent aux enquêteurs aujourd'hui de pouvoir s'adapter à toutes ces nouvelles technologies avec les contraintes normatives supranationales que nous impose l'Union européenne. Et ça aussi, c'est une véritable difficulté que connaît
une filière judiciaire qui est tout à fait exempte. Là, elle a raison de le dire, parce qu'on a une crise des vocations. Mais pourquoi on a une crise des vocations? Parce qu'il y a une perte de sens dans le métier. Quand aujourd'hui vous travaillez sur une enquête au long cours et que vous voyez que derrière, et je ne remets pas le travail de la justice en cause, mais il y a une difficulté en termes de célérité de la justice pour qu'elle soit rendue. Donc la justice, comme la police, elle a besoin de moyens. Et d'ailleurs, vous ne le remettez pas en cause, mais certains l'ont fait à votre place, et même des ministres, en disant que le problème de la police, c'était la justice. Et justement, c'est là aussi, Madame Sirbarin, qu'on aimerait que police et justice travaillent, on l'appelle souvent, hein, plutôt main dans la main, que à se rejeter la balle pour essayer de faire face à une situation qui effectivement... court très vite. Est-ce que vous seriez pour la libéralisation ou en tout cas la dépénalisation du cannabis? Pas des drogues dures, entendons-nous. Du cannabis, c'est un sujet qui est réouvert régulièrement par les politiques, les médecins, les élus et les citoyens que nous sommes. Si vous me permettrez de répondre, puis je vous laisserai la parole. On a d'autres pays à l'échelon européen, voire même international, qui ont travaillé sur la dépénalisation et la légalisation des drogues dites, entre guillemets, douces. Et on voit que finalement, sur le volet santé publique, c'est catastrophique. Donc, au titre... Pas si c'est accompagné d'une prévention. Alors justement, on a depuis tout à l'heure discuté que du volet répression. Et il serait aussi important de rappeler qu'il y a tout un volet santé publique, prévention, qui doit accompagner justement les addictions des consommateurs. Vous l'avez dit très justement tout à l'heure. La consommation de drogue, c'est une addiction. Et cette addiction, elle doit être traitée. Elle nécessite, pour pouvoir être encadrée et accompagner les gens qui la consomment, de personnel à tous les étages. Et ça aussi, c'est des moyens supplémentaires qui coûtent de l'argent, dans un contexte contraint que j'ai rappelé tout à l'heure. Et puis, il y a un phénomène de société sur lequel il faut aussi insister. Ça a été dit tout à l'heure en exergue de l'actualité, notamment par rapport à M. Kerbrat. On a ce sentiment qu'aujourd'hui, la consommation de drogue, c'est devenu quelque chose de sympathique, de récréatif, voire d'inoffensif. Il faut quand même rappeler sur ce plateau que la drogue, ça tue. C'est mortel. Il n'y a pas que les balles des Kalachnikov qui tuent. Alors bien sûr qu'elle tue, parce que derrière, il y a des places à prendre et il y a une logique de marché concurrentiel qui s'est imposée. Mais dans un premier temps, c'est d'abord la drogue qui tue. Je me fais l'avocat du diable. Certains vont vous dire oui, mais le tabac aussi, l'alcool aussi. Bien sûr. Et est-ce pour autant qu'on ne fait rien ? Est-ce pour autant qu'on ne fait rien ? Est-ce pour autant qu'on ne doit rien faire ? À un moment donné, on a eu un phénomène de société avec les accidents de la route. On était à plus de 15 000 morts sur les routes il y a encore 15 ans. On est descendu à 3 000 morts sur la route. C'est-à-dire que quand on veut s'emparer d'un sujet de société, pour essayer d'y trouver des solutions, il faut accepter d'y mettre les moyens. Et parfois des moyens qui soient radicaux. Est-ce que ce n'est pas le tonneau des Danaïdes ? Est-ce que même des policiers qui le disent en off préféreraient une légalisation, en tout cas une dépénalisation, pour pouvoir porter leurs efforts sur les véritables trafiquants de taille beaucoup plus importante? En ce qui me concerne, je ne le crois pas, mais je veux laisser peut-être répondre Mme Champéret. Vous êtes sincère quand vous dites ça? Absolument. Une dernière réponse, et puis après on prendra les questions de nos téléspectateurs. Oui. Didier Rendu, c'est un combat perdu d'avance? Non, moi je partage l'avis qui vous est donné sur ce plateau. Pas du tout, c'est un combat de longue haleine qui ne sera pas gagné demain, mais qui nécessite... Et dans 20 ans? C'est visiblement ce qu'ils semblent dire. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans 20 ans, mais une sorte de défaitisme un peu dans sa question. Oui, c'est en tout cas ce que je perçois. En tout cas, je peux vous dire que du défaitisme, du point de vue des policiers, des enquêteurs, il n'y en a pas du tout. Et qu'ils sont vraiment à la peine tous les jours, au quotidien. Et je le rappelais tout à l'heure en début, il y a... des efforts qui ont été faits sur ce volet-là. On a aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais créé une unité d'investigation nationale chargée de prêter son concours dans les territoires, justement pour renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants. Donc, il y a des bonnes mesures, mais il y a des mesures qui doivent être sur du temps long. Or, parfois, le politique, il est sur un temps beaucoup plus resserré, parce qu'il est tenu par des engagements, voire des bilans à présenter. Et ce temps-là, il ne correspond pas forcément au temps qui correspond au travail des enquêteurs, des magistrats, de la justice et de tous les acteurs qui cherchent à lutter contre les narcotrafics. Eh bien, très bon enchaînement sur la question de Pat qui nous demande qui a autorité justement pour combattre les trafics à Grenoble, la mairie ou l'État, et nous demande-t-il pourquoi rien ne semble bouger malgré les drames.
Pardon, allez-y. Non, moi, je vous en prie. Alors, je dirais les deux mots en général. L'État ne peut pas tout, malheureusement. Et aujourd'hui, l'action de l'État s'inscrit dans un continuum de sécurité. Ce continuum de sécurité, ça t'a dit aussi, il s'inscrit avec le concours, notamment de la police municipale et des agents locaux, mais pas que. Je veux dire, il y a tout un tissu associatif avec des bailleurs, des membres d'associations, des grands frères de quartier qui ont aussi leur rôle à jouer dans cette lutte et dans tout ce côté préventif qui doit être fait aussi localement. Question de Jean qui nous demande, le trafic de cannabis peut rapporter entre 3 ou 4 milliards d'euros. Ne faudrait-il pas plutôt se poser la question de la légalisation? C'est un manque à gagner pour l'État au moment où l'on vote le budget. Moi, j'ai quand même un souci avec ça, parce que si on est dans une pure réflexion économique en se disant on va faire économiser de l'argent à l'État à l'heure où il en cherche, si c'est simplement pour dire je vais récupérer 4 milliards mais en dépenser 10 ou 15 sur le volet santé publique, parce que derrière, il va falloir qu'on travaille sur tout le côté addiction, soins, parce que ça a été dit, mais la teneur au THC elle a été multipliée par 5, et les lésions qui sont simplement provoquées aujourd'hui par la résine de cannabis, elles n'ont rien à voir avec celles qui étaient provoquées il y a 25 ans ou 30 ans en arrière. Donc, il ne faut pas se tromper de débat sur la dépénalisation ou la légalisation. Il n'y a pas à opposer cette logique économique derrière, parce que l'État... Je trouve que la question est très très mal formulée, que c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Et puis si vous me permettez un dernier mot, c'est que dans les années 80, moi je me souviens de campagnes de lutte contre la drogue, on avait des sportifs de renommée internationale qui arboraient des maillots No Drugs qui avaient du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a plein de causes. On est sur Octobre Rose et c'est très bien. On sera sur Movember le mois prochain et c'est très bien. C'est des causes qui parlent à tout le monde. Mais est-ce que vous connaissez la journée internationale de lutte contre les abus de la drogue? C'est le 26 juin. Je suis sûr que personne ne le sait. C'est-à-dire que personne, au sein de la société publique, ne s'empare véritablement de cette cause en disant il y a un moment donné, il y a un débat qu'il faut poser sur la table. Et il y a un point de vue à adopter, il n'y a pas à en dévier. Moi, quand j'écoutais, avant de rentrer en plateau tout à l'heure, une jeune fille qui dit « Ah oui, le député, il a consommé de la drogue », c'est pas bien, mais enfin, il fait de mal à personne. Si, je suis désolé, il fait du mal à tous ceux derrière qui sont acteurs de ce trafic et à tous ceux qui essayent de lutter contre. Et quand on dit, ce pétard, il a le goût du sang séché sur le trottoir, il a aussi le goût du sang de nos collègues qui restent sur le bitume. Je suis désolé de vous le dire. Merci beaucoup, Evelyne Sirmarin, d'avoir participé à nos discussions. Merci aussi à vous de nous avoir rejoints sur ce plateau.